Pour ce troisième épisode d'Histoire Made in France, c'est un voyage au cœur de l'Ancien Régime que nous vous proposons, du XVIe siècle à la Révolution française. 3 siècles, 3 époques, la Renaissance, le Grand Siècle et le siècle des Lumières, qui aujourd'hui encore laissent une empreinte profonde dans notre culture. Pour commencer, nous nous rendrons au château de Chenonceau, petit bijou royal dont les jardins à la française conservent leur rigueur et leur raffinement. Nous irons ensuite croiser le fer au logis de la Chaboterie en Vendée. Des passionnés y restituent l'art de l'escrime ancienne. Direction Lyon ensuite et sa chapelle de la Trinité, dans laquelle résonnent les voix des madrigaux de la Renaissance. Puis, destination incontournable, Versailles, le centre du monde au XVIIe siècle. Nous remonterons le temps avec l'horloger du château. Nous poursuivrons ce voyage à cheval au haras de Pompadour avant de retrouver les châteaux de la Loire et celui de Giseux. Et c'est en Provence que s'achèvera notre périple où s'affirme à la Révolution une tradition artisanale, celle des santons. Commençons cette balade historique en Touraine où la Renaissance a laissé son empreinte architecturale un peu partout dans le paysage. À cheval sur les 2 rives du Cher, les pieds dans l'eau, le château de Chenonceau, autrement baptisé le château des dames. Ce sont en effet des femmes qui ont été les maîtres d'œuvre de cette demeure de campagne bâtie il y a 500 ans. 5 siècles plus tard, la décoration florale du domaine requiert encore toutes les attentions et comme à la Renaissance, les salles du château sont également embellies de fleurs fraîches. David Auguet est l'un des 3 fleuristes qui travaillent à plein temps au château. C'est tous les matins comme ça, où on remplace tout ce qui est vraiment abîmé, et puis refaire vraiment des fleurs fraîches tous les matins. Bon, on ne change pas toutes les... On a la semaine en fait pour tout refaire. Mais c'est un petit peu suivant la chaleur, suivant comment les fleurs ont tenu aussi. Des fois on a des surprises le matin, parce que les fleurs ont souffert de la chaleur aussi de la nuit, ou du temps un petit peu lourd, donc du coup on refait. Dans le château, on a une quarantaine de compositions, de plus ou moins grosses les unes que les autres. Il y a des plus grosses, des plus petites. Ça, c'est dans celles qui sont vraiment les plus grosses, qu'on fait vraiment sur place ici. Sinon, les plus petites pièces, on les fait nous à l'atelier floral et qu'on ramène directement ici et qui est juste à poser. Henri II, le fils de François Ier, fait cadeau de Chenonceau à sa favorite, Diane de Poitiers, en 1547. Elle y entreprend de vastes aménagements, notamment celui du parc et du jardin qui porte son nom. Sa rivale, la reine Catherine de Médicis, obtiendra à la mort de son mari Henri II la restitution du domaine à la couronne. Elle procédera à son tour à de grands travaux. Elle aussi aura son jardin. On a beaucoup de livres d'histoire, donc on découvre les bouquets qu'ils mettaient à l'époque. Donc c'est pas du tout les mêmes, bien sûr. En termes de couleur, volume, façon de faire, c'était beaucoup plus plat. Comme chaque pièce est différente, il y a une odeur de fleurs différente dans chaque pièce, ce qui amène aussi une autre âme au château. Grâce à ce potager aux fleurs de 10 000 m², David Auguet et ses collègues fleuristes ont tout loisir de varier les couleurs et les parfums de leur composition en fonction des saisons. Et chose unique en France, ils disposent d'un atelier floral à quelques centaines de mètres du château, dans la ferme du XVIe siècle. Tout marche en fait dans les fleurs, c'est aussi les fleurs qui nous guident, puisque soit elles poussent pas droites toutes, elles sont un petit peu soit tordues, donc du coup ça nous permet aussi de partir sur d'autres compositions où quand on commence à les préparer, on se dit tiens, plutôt dans ce sens-là, ça sera beaucoup plus joli. C'est elle qui nous guide. On mettra sur l'arrière. On va mettre sur l'arrière. On est obligé de faire du sur-mesure ici. On ne peut pas faire du simple ni de l'à peu près. Il faut que ce soit beau tout le temps, parfait.
pour que nos visiteurs repartent avec des images plein les yeux, dans les appareils photos, dans les vidéos, que tout soit juste parfait. Ce souci du sur-mesure s'applique aussi dans les jardins et le parc du château de Chenonceau. Près de 7 hectares aménagés dans un style classique qui trouve ses racines en Italie. Il fleurira en France à partir de la Renaissance sous le nom de jardin à la française. La particularité du jardin à la française, c'est le raffinement, la géométrie. C'est des plantations de fleurs, c'est aussi une végétation permanente, comme on a sur ce jardin-là. On y trouve tout finalement, hein. La végétation permanente, les fleurs annuelles, bisannuelles, des rosiers, une structure aussi importante. On voit celui-ci, donc il est entouré de douves de protection, donc ça l'embellit aussi. On a un jet au milieu, donc vous voyez, il y a vraiment le mélange entre le végétal, la terre et bien sûr aussi la pierre. Alain Roger est le jardinier en chef de Chenonceau. Il est arrivé ici à l'âge de 18 ans pour un emploi saisonnier et n'est plus jamais reparti. Il se destinait pourtant à une carrière militaire, mais les jardins de Chenonceau lui ont apporté la rigueur qu'il recherchait. Depuis 13 ans, il dirige l'équipe des 9 jardiniers et 2 apprentis. On est les porte-parole de la savoir-faire à la française. Donc après, une fois que vous êtes imprégné de ça, vous avez conscience que on est finalement le petit chaînon qui va permettre de transmettre ce savoir-faire. Et on crée quand même aussi beaucoup de choses. Vous voyez, on a créé la fontaine il y a quelques années, on a refait un labyrinthe, mais par contre, on a quand même un cahier des charges qui nous impose de faire des choses qui ont existé. La fontaine existait, le labyrinthe existait, la hauteur du labyrinthe est définie par rapport à l'architecte pour respecter une certaine hauteur. Enfin, tout est bien cadré. Le visiteur vient à Chenonceau pour voir le jardin à la française, il ne vient pas pour voir des parcs, une exposition universelle ou n'importe quoi, non, non. Au fil des siècles, les 12 000 mètres carrés du jardin de Dienne de Poitiers n'ont pas toujours connu la même physionomie. Au temps de Dienne de Poitiers, le jardin a été conçu en premier lieu comme potager. Donc il servait pour les légumes, pour les fruits, les agrumes. À l'époque de la Renaissance, les navigateurs vont explorer un petit peu partout. Le château de Chenonceau et Dienne de Poitiers, représentant un château de Rennes, a forcément été le lieu où on a ramené des nouveaux fruits et légumes. Il y a une époque, c'était un petit peu plus sûrement à l'anglaise. Et après, au 18e, oui, on a retrouvé des personnes qui ont voulu remettre le jardin à la française avec des plans vraiment d'époque. Et donc remettre comme il est aujourd'hui. Ouais. C'est l'intérêt du métier, ouais. C'est jamais pareil. Et c'est de rester humble. Parce que franchement, là, vous voyez, c'est très beau. Ils annoncent des orages dans 2 jours. Et dans 2 jours, peut-être qu'on aura des dégâts partout. Et le jardin sera pratiquement abîmé à 80%, c'est déjà arrivé. À présent, direction le plein ouest, la Vendée, à une 50aine de kilomètres du littoral atlantique. À l'intérieur des terres, voici le logis de la Chaboterie. Ce sont les guerres de Vendée, entre 1793 et 1832, qui l'ont rendue célèbre, mais cette bâtisse a été édifiée au XVe siècle et elle doit sa forme actuelle à des transformations datant du XVIIe. Elle est typique des logis bas poitevins entre Château et Métairie. Aujourd'hui, le logis de la Chaboterie n'est plus habité, mais il prête parfois son décor aux membres du Conservatoire national d'escrime ancienne. Ces comédiens sportifs de haut niveau viennent répéter les combats d'un spectacle d'escrime ancienne qu'on appelle aussi escrime artistique. Ce jour-là, la pluie s'est invitée comme pour apporter une touche supplémentaire de réalisme. Lorenzo et Gislain, ok, vous venez, vous, depuis court, et toi, Julien, tu arrives de jardin, et très vite, d'un pas ferme et prompt, vous engagez le combat, d'accord? Okay. On est bien, on est vraiment dans l'esprit des guerres de religion, hein, ok? Vitesse normale, du coup? Ouais, vitesse normale, le combat, vitesse normale. Les compagnons, comme les appelle Laurent Tixier, le fondateur du conservatoire, se veulent les héritiers du plus vieil art martial d'Europe occidentale.
L'escrime ancienne, c'est un art de guerre permettant d'affronter un adversaire. On pense que ce sont les Italiens qui en ont fait un art de guerre. Mais on pense que ce sont les Français qui en ont fait une science courtisane, donc extrêmement codifiée avec des règles qui intéressaient plus particulièrement l'aristocratie française. Après, on dit que les Anglais en ont fait un sport au 19e. Donc, mais à l'origine, l'escrime, c'est un art de guerre pour combattre. Ce qui m'a intéressé effectivement dans cette discipline d'escrime ancienne, c'est qu'on est à la fois sur un sport et une culture. Voyez, on ne se contente pas simplement de manipuler les rapières, on étudie aussi l'histoire qui va avec. C'est en effet un travail de reconstitution historique auquel s'adonnent ces escrimeurs férus des mousquetaires d'Alexandre Dumas et des films de Cap et d'Épée. On part d'ici et je croise, c'est-à-dire que je laisse la main comme elle est. D'accord ? Michel Palvado est le maître d'armes du conservatoire. Cet ancien escrimeur de haut niveau, champion du monde d'escrime ancienne, est aussi un chercheur. Il fréquente autant la salle d'entraînement que les bibliothèques. C'est inspiré de traités d'escrime. Donc à partir de ces traités, on récupère les principales données, tout ce qui peut concerner les différentes techniques de combat aux différentes époques. Et on essaye d'adapter toutes ces techniques à la scène. Nous, on essaye de faire du spectacle et non pas du combat. Donc ça veut dire qu'on ne va pas essayer de toucher l'adversaire. On travaille en collaboration avec un partenaire. On crée des chorégraphies de combat. Donc il n'y a pas d'opposition. Voilà. Tu peux même enlever la jambe, tu vois. Oui, c'est ça, oui. Tu vois, quand il te donne ça, quand il te donne un poste, tu enlèves. On fait quand même un petit peu preuve d'imagination aussi. On essaye de travailler le côté artistique, hein. Sachant par exemple qu'un combat, dans la vérité du combat, c'est 1 minute. Ça dure un assaut de fleuret actuel, quoi, hein. Alors que nous, on essaie de faire durer ça à 2 minutes, 3 minutes pour que le spectateur en ait pour son argent. Un changement de garde sur ce moment. C'est un sport extrêmement dangereux. On n'a pas les protections que l'on peut retrouver dans l'escrime de compétition, où là il y a des plastrons, il y a des masques, donc on est quasi sans filet quand même. Nos lames sont pointues, elles ne sont pas mouchetées, parce qu'en fait c'est vrai qu'une lame mouchetée qui rentre dans un œil, ça détruit l'œil, alors qu'on dit que effectivement si la lame est bien pointue, elle écarte les chairs et c'est réparable. Donc il faut des gens hyper solides. Et pour monter par exemple une chorégraphie de 3 minutes, c'est 1 an de travail. Ce temps passé à la recherche du geste ancestral est parfois couronné de succès. Ce combat à 3, typique des guerres de religion du XVIe siècle, opposant 2 catholiques et 1 protestant, a valu à ses protagonistes le titre de champion du monde en 2012 à Porto. On le voit bien d'ailleurs dans les combats Renaissance, ce sont des grands coups donnés, mais aussi on peut donner des coups de quillon. Alors le coup de quillon, c'est ces parties-là, ces parties croisées. Là. On peut aussi donner des coups de pommeau dans la mâchoire de son adversaire. Et là, on brise la mâchoire parce que là, on a vraiment des portées extrêmement lourdes. Des coups de genoux, des coups de poing, des coups de tête, tout est permis. Puis en plus, on a 2 armes. On a aussi la dague, c'est-à-dire la main gauche, qui permet aussi le combat rapproché. Et là, évidemment, ça devient extrêmement meurtrier. On va dire, à la Renaissance, les coups portés sont plutôt dits de taille. C'est-à-dire, c'est des coups comme ça, hein, en diagonale ou latéraux. Alors que l'escrime du grand siècle est une escrime davantage de pointe. Avec ses petites feintes, ses petites subtilités. La feinte dessus-dessous, c'est du tricot.
puis après on évolue. Et là, au XVIIIe siècle, là on se tient en arrière et là on vise que le carré, ce qu'on appelle le carré, c'est-à-dire le buste de l'individu. Et le but, c'est d'éborgner son adversaire. D'ailleurs, on a beaucoup de tableaux où on voit effectivement des nobles avec un œil de couleurs différentes. C'est très curieux, c'est très subtil, il faut vraiment observer. C'est parce qu'en fait, l'individu s'est fait éborgner. Et plutôt que de lui mettre un bandeau sur l'œil, évidemment, le peintre va lui mettre une petite subtilité qui fera toute la différence. L'évolution des combats est intimement liée à celle des techniques de forge. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, les lames s'affinent, tandis que les phrases d'armes se raffinent. Et au siècle des Lumières, en effet, on ne cherche plus à tuer son adversaire, mais à faire couler ce qu'on appelle le premier sang. Il était temps. Les rois de France n'avaient qu'une seule chose en tête, c'est d'enrayer les duels qui faisaient une véritable hécatombe dans l'aristocratie française. En plus, le duel en France, c'est sur tous les prétextes. On a des chroniques qui nous racontent, par exemple, vous avez un jeune homme de bonne famille qui se bat avec un voisin. Ils se battent en duel. Ils s'entretuent. Les frangins prennent la relève, ils s'entretuent. Les pères, les oncles, et l'histoire est authentique, en 3 ans, les 2 familles s'éteignent, il n'y a plus de mal. Je ne suis pas mort. Cap à l'est désormais, à l'autre bout du territoire, dans une des cités phares de l'Ancien Régime, Lyon. Au XVIe siècle, grâce à l'essor des foires et de la banque, elle devient la ville la plus riche du royaume et un carrefour incontournable pour les marchands venus de toute l'Europe. Lyon est aussi depuis le Moyen-Âge un des pôles du catholicisme. Au début du XVIIe siècle, entre 1617 et 1622, est édifiée la chapelle de la Trinité. C'est l'époque de la contre-réforme où la monarchie et l'Église catholique cherchent par tous les moyens à enrayer le protestantisme, y compris par les arts. Cette chapelle de la Trinité est le premier bâtiment ecclésiastique de style baroque construit à Lyon. On dit qu'elle est la réplique d'une chapelle vaticane. Aujourd'hui, elle n'est plus un lieu de culte, mais une salle de concert dirigée par Éric Desnoux. À l'époque, évidemment, la musique occupait une place importante déjà dans ce lieu, puisqu'on y donnait le concert spirituel, c'est-à-dire la musique sacrée qui n'est pas destinée à l'office, mais qui est destinée au concert. Ils avaient en eux l'idée de mettre en scène la musique, de mettre en scène les arts. D'ailleurs, le théâtre baroque qui se trouve derrière moi, avec ses merveilleuses statues, ses tableaux, en est l'illustration. On veut reconquérir les esprits en les frappant par la beauté de l'art. Et la musique en fait partie. L'acoustique de la chapelle se prête au motet, ce style de polyphonie sacrée apparu dès le Moyen-Âge. C'est donc en toute logique qu'aujourd'hui, des chanteurs de musique ancienne viennent y répéter. C'est le cas de l'ensemble lyonnais Musica Nova, un ensemble spécialiste des madrigaux emmené par son directeur artistique Lucien Candel. Accompagnate il core, il y a le accompagnate il core, il y a ces allitérations-là. Et fallire aussi, on est... Cette forme vocale est une musique profane. Elle faisait fureur au XVIe siècle et au début du XVIIe. Ça part d'un poème, et d'un poème qui est mis en musique. Alors dans les premiers madrigaux que l'on rencontre autour de 1520 à peu près, ce sont des musiques, des poèmes qu'on a écrits spécifiquement pour la musique.
Et par la suite, en fait, on a pris des grands auteurs, notamment Pétrarque, donc le grand poète du XIVe siècle. Et donc, on a pris ces poèmes comme poésie de départ pour composer dessus la musique, parce que c'est la poésie qui avait beaucoup d'affect, qui décrivait beaucoup les passions, les sentiments. Et donc, elle se prêtait beaucoup à l'usage du madrigal. Les madrigaux de la Renaissance sont inspirés de la musique sacrée, mais aussi de la chanson française profane. Les premiers compositeurs sont originaires de France et de Flandre. Accueillis par la cour de Florence, puis de Venise et de Rome, ils créent ce style musical. Le madrigal atteint son âge d'or dans la deuxième partie du XVIe siècle avec des compositeurs comme Gesualdo et surtout Monteverdi. Des milliers de partitions sont interprétées dans l'Europe tout entière. Au départ, bien sûr, ces madrigaux ont une forme plus ou moins ressemblante, bien sûr, à la musique sacrée. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le XVIe siècle, ces madrigaux vont avoir une différenciation jusqu'à devenir, bien sûr, au XVIIe siècle, ce que l'on connaît, c'est-à-dire la monodie accompagnée. On avait vraiment un désir de comprendre encore mieux le texte et donc de confier les parties des voix inférieures à un groupe d'instruments ou un petit orchestre, bien sûr, qui jouait donc chaque partie. Et on confiait la voix supérieure à un chanteur, une chanteuse. Et donc le texte était beaucoup plus mis en avant de cette manière-là. À la toute fin du XVIe siècle, place au luth, à la viole, au clavecin, au théorbe ou encore à la harpe. C'est le début de la musique baroque qui annoncera la naissance de l'opéra. Il ne s'agit pas de reconstituer quelque chose qui a été déjà fait, parce qu'on n'a aucune idée de la manière dont il chantait. On lit beaucoup de choses qui ont été écrites à l'époque, mais les lectures des traités et des livres qui parlent de la cour aussi, du courtisan, comment on vivait à la cour, nous permettent d'avoir des ambiances, mais ne nous permettent pas d'entendre, encore une fois, ce qui était la musique de l'époque. Donc il y a toujours une part un petit peu empirique, une part d'intuition qui est passionnante, parce qu'on a l'impression quand même d'y mettre beaucoup de choses de nous-mêmes. Le règne de Louis XIV est marqué par un renouvellement profond des arts qui va laisser son empreinte dans l'Europe tout entière. Le roi Soleil s'installe à Versailles en 1682. Il fait de ce palais la vitrine étincelante de son pouvoir absolu. Féru de musique, d'escrime et de danse, le roi caresse également un goût prononcé pour les arts décoratifs qui offrent à cette époque une place majeure aux ornements et à la marqueterie. Ce travail de décoration s'applique notamment au domaine de l'horlogerie, un domaine qui, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, connaît une profonde évolution. La miniaturisation progresse, les mécanismes de mesure du temps gagnent peu à peu en précision. Un lundi matin comme un autre pour Bernard Drault, l'horloger de Versailles. Seul dans le château, il traverse la galerie des glaces d'un pas soutenu. L'heure tourne, le temps presse. Il doit remonter dans la matinée près de 80 pendules et horloges.
c'est très important qu'il n'y ait personne, c'est rien que pour le bruit, parce que la plupart des horloges, ça se règle à l'oreille. Donc quand il y a du monde autour, on ne peut rien faire. Et donc il faut les remonter tous les lundis. Quasiment toutes ont une histoire, on connaît leur provenance, quasiment toutes. Et elles sont en lieu et place, on les a placées il y a 200 ou 300 ans. La pendule française, 17e, 18e, 19e siècle, était très, très forte. Il y avait des centaines de fabricants à Paris, et puis évidemment à Versailles. C'était énorme la production, énorme. Parce que c'était vraiment un signe extérieur de richesse pour les plus belles, et puis un signe de pouvoir. Une des pendules les plus célèbres de Louis XIV se situe dans le salon de Mercure, la chambre d'apparat du roi. Il s'agit de la pendule réalisée par Antoine Morand et offerte au roi Soleil en 1706. Sous Louis XIV, ils ont fait une horloge automate pour le plaisir, juste pour s'amuser en fait. Et Louis XIV qui sort, qui est couronné, etc. C'est les petits angelots à côté, la petite musique sur les 18 cloches derrière, c'est amusant, c'est tout. Tandis que la pendule de Louis XV, c'est une horloge faite pour des scientifiques. Puisqu'il y a toute la complication avec le globe céleste et sur le temps, la mesure du temps commence à être une science. Alors qu'avant, on faisait ça au soleil. Sous Louis XIV, c'était au soleil. Ça devait présenter des problèmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que Louis XV avait demandé à ce qu'on trouve la valeur exacte du méridien pour pouvoir diviser la journée en mesures exactes et pas se fier qu'au soleil. Au siècle des Lumières, l'intérêt pour la science va grandissant. Le système de poids des premières horloges mécaniques trop aléatoires cède la place au balancier. La précision gagne du terrain, l'heure est juste à 2 minutes près. Puis, au milieu du XVIIIe, le système à ressort apparaît. Il accentue encore la miniaturisation et permet aux horloges de devenir portatives. La pendule française avait des règles bien établies et il n'y a pas de différence fondamentale. On a toujours, par exemple, traditionnellement, le carré de remontage du mouvement à droite et le carré de remontage de la sonnerie à gauche. Et ça, c'est encore valable de nos jours. Donc du XVIIe au XXIe siècle, on garde la même fabrication. Les gars, ils faisaient ça, ils passaient leur vie pour fabriquer une horloge. C'était un autre temps. Le temps n'avait pas d'importance. Et non seulement l'horloger prenait tout son temps, mais de nombreux corps de métier intervenaient. Marbriers, orfèvres, émailleurs, doreurs ou encore bronziers. Sous Louis XV, les horloges rivalisaient d'originalité. L'autre partie du travail de l'horloger est bien sûr de réparer ses pièces uniques. Au château de Versailles, Bernard Drault dispose d'un atelier où il peut également former les rares candidats au métier. Il faut essayer de réparer les choses, mais pas de les changer. Il faut garder l'horloge dans son intégrité. Bernard Drault n'intervient pas seulement sur les horloges de Versailles, il prend également soin de celles du Sénat et du Palais de justice de Paris. Mais transmettre son savoir-faire passe aussi par un travail de création. Sous le règne de Louis XIV, il est un domaine où le faste de la monarchie fait défaut, celui des chevaux et de l'élevage de cette ressource indispensable aux armées. Au XVIIe siècle, les guerres, courantes, menacent la France de pénurie. Le royaume est contraint d'importer des chevaux. Pour enrayer cette dépendance, Colbert, le contrôleur général des finances, va instaurer en 1665 le contrôle de la production équine en France. Quelques décennies plus tard, les premiers haras royaux voient le jour. Il faut traverser une partie de la France en direction de l'ouest du Massif central pour atteindre le Limousin. Ici, en 1764, sous Louis XV, est fondé le haras de Pompadour, du nom de la favorite du roi.
Quelques années auparavant, le monarque lui avait fait don de ce domaine et du titre de marquise. 2 siècles plus tard, la réputation de ce haras rayonne encore. Entièrement dédiée au Mondéquin, on dit de la petite ville d'Arnac-Pompadour qu'elle est la cité du cheval. Lorlaï est une jeune artiste équestre de 23 ans. Elle a quitté sa Suisse natale pour venir s'installer au haras. On arrive là et on se rend compte qu'on est vraiment au milieu de quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous en fait. Le cheval ici, c'est plus qu'une institution, c'est tout. Les usages du cheval s'étant tournés au XXe siècle vers les sports et les loisirs, le haras de Pompadour a vu sa vocation évoluer. Aujourd'hui, il accueille une jumenterie de 80 têtes, des pensions, organise des compétitions hippiques, des formations et propose également des événements culturels. C'est dans le cadre de cette activité de spectacle que Lorlaï travaille au haras. En résidence d'artiste depuis 3 ans, elle élabore chaque année des numéros qui nécessitent des mois de préparation et d'entraînement avec ses montures. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. On est quand même un peu perdu au milieu de nulle part. Et j'ai 3 chevaux et c'est vraiment moi qui m'en occupe de A à Z. Donc il n'y a pas un jour où je peux ne pas être là parce que sinon personne ne s'en occupe. Donc ouais, c'est vraiment cheval, cheval, cheval. C'est une vraie vocation. C'est pas comme de rentrer au couvent, mais pas loin, quoi. C'est vraiment, il y a quasiment que ça dans ma tête et dans ma vie. J'essaie qu'ils travaillent vraiment à l'assiette, donc ça veut dire à l'équilibre qu'on a sur leur dos, donc les mouvements qu'on fait dans la selle. Ils ressentent tout et ils doivent interpréter ce qu'on fait. Donc petit à petit, on arrive à, juste en reculant un tout petit peu nos épaules, avoir un cheval qui va freiner. Si on se redresse un peu, on va avoir un cheval qui va relever ses airs. Donc voilà, ça c'est des sensibilités qu'on travaille. Donc au début, on a des aides, donc les rênes, et après petit à petit, on enlève le plus possible d'artifice et on essaie d'avoir juste le contact avec le cheval donc le plus fin possible, donc juste avec les jambes, un peu les fesses dans la selle et un petit peu la voix, ça aide. Là, voilà. Les chevaux ont une ouïe très très développée et donc il n'y a pas vraiment besoin de parler fort quand ils ont l'attention sur nous. Quand ils ne nous écoutent pas, forcément qu'ils ne vont pas nous entendre. Mais quand ils sont connectés avec nous et qu'ils sont au travail et qu'ils nous écoutent, en fait le petit murmure, ils l'entendent très bien. Voilà. On cherche vraiment la finesse le plus possible, la légèreté. Là. Chaque fois, je me dis, allez, il faut continuer sa route, hein, il faut partir à l'aventure. Et en fait, je suis bien ici, donc j'ai un peu du mal de partir. Et les gens, ils m'aiment bien, donc après, au bout de 3 ans, forcément, on crée des liens. Et en fait, plus les années passent, plus je me dis, je ne vais pas repartir. Retour en Touraine, région phare à l'époque où la noblesse de l'Ancien Régime se divertit dans d'innombrables parties de chasse à courre. À la limite de l'Anjou, perdu dans la forêt, voici le château de Giseux. Construit sur les vestiges d'un château médiéval, c'est à la Renaissance que l'édifice prend sa forme définitive. Jusqu'à la fin du XVIIe, il est la propriété de la famille du poète Joachim du Bellay. Il est ensuite acquis par un bourgeois anobli. Resté sans descendance, ce dernier l'offre en cadeau de mariage à sa filleule quelques années avant la Révolution. Et c'est ainsi que Giseux entre dans le patrimoine de la famille de l'actuel châtelain. Depuis 1786, les générations se sont succédées au château. Actuellement, Géraud de Lafont et son épouse Stéphanie y vivent en famille. Le week-end, ils font chambre d'hôte. Do you want coffee or tea or chocolate? What do you want? Coffee, please.
Coffee? I'm gonna have please. On a décidé de venir s'installer ici à 10 ans tout rond avec nos enfants pour redonner vie à ce lieu qui n'a jamais été abandonné. Il a été habité depuis très longtemps, mais c'était un petit peu une belle endormie, disons. Donc on voulait réveiller tout ça. On va laisser les lumières allumées. Pour maintenir cette vieille dame vivante, il faut trouver des ressources. Les propriétaires multiplient les initiatives et ne ménagent pas leur peine. Les chambres d'hôtes occupent une grande partie du temps de Stéphanie. Non, on est mal barré. En même temps, on fait tout pour conserver l'ancien, mais en même temps, on ne veut pas que ça devienne un musée. Donc, par exemple, on essaie au maximum d'utiliser les pièces, même celles qui se visitent. Presque au contraire, celles qui se visitent, il faut qu'elles vivent par ailleurs, et ça se ressent. On utilise le mobilier, même les meubles qui sont classés, etc. On vit avec, on vit dedans. On peut s'asseoir pendant qu'on visite, on prend l'apéritif avec nos hôtes dans les pièces qui se visitent pour que les pièces continuent à vivre, à avoir une vraie utilité, une vraie vie, et que ça soit pas juste des beaux meubles posés là, et surtout n'y touchez pas parce qu'on sait jamais. Ce matin-là, un club de collectionneurs de voitures américaines vient passer la journée au château. Visite, dégustation de vin, déjeuner, Giseux se prête à toute forme de manifestation et cultive un certain goût pour les anachronismes. Alors on remercie monsieur et madame Delafont de nous faire la visite parce que c'est une visite tout à fait particulière, sinon il y a des guides qui ne sont pas forcément les propriétaires de château. Ah oui. Ah, merci. Vous êtes prêts pour nous? On propose que les hommes suivent mon épouse dans un second temps et que... Avec plaisir. Ça me paraît normal, voilà. C'est normal, hein. Je me réserve la jante féminine, excusez-moi, j'ai encore quelques petits privilèges. Étalez-vous, il y a de la place. Hein. La pièce est suffisamment grande. Alors, on est dans une des rares pièces qui a très bien vécu le temps qui passe. Et nous sommes à la période faste des du Bellay. Donc il y a très peu de meubles. Cette pièce, c'est un dortoir. Et ça explique pourquoi, pour rendre les pièces belles, on n'avait pas le choix, c'était les murs et les plafonds. Ces peintures sur bois, en fait, elles ont été faites à la fin du XVIe siècle, à la charnière fin XVIe, début XVIIe, donc elles ont 400 bonnes années. Elles ont été faites par des Italiens pour une princesse qui vivait à Giseux. Et ils avaient peint, décoré toutes les grandes salles de réception du château. Et une partie de ces salles a été saccagée totalement pendant la Révolution, les peintures martelées, abîmées. Et voyant cela, la jeune femme qui vivait ici pendant la Révolution a demandé de l'aide aux villageois qui sont venus et qui ont fait un petit mur en torchis, un double plafond, une sorte de coffrage en fait, qui a caché toutes ces peintures aux yeux d'éventuels vandales. Et là, on a beaucoup de chance, c'est que ce coffrage, il est resté bien au-delà de la Révolution. Il est resté à peu près pendant 100 ans. Donc pendant 100 ans, il n'y a pas eu ni dégâts humains, ni lumière sur tout ça. Et à la fin du 19e siècle, l'arrière-grand-père de Géraud, qui était un petit garçon qui jouait ici, a fait un trou dans le torchis. Le torchis, c'est génial, vous grattez, ça s'effrite. Et on a vu qu'il y avait quelque chose, de la couleur, etc. Donc fin 19e, il redécouvre toutes ces peintures. Donc c'est vrai que ça s'est quand même très bien conservé. Et les couleurs sont restées très belles et donnent un bon aspect de la décoration initiale de cette galerie. Ça impose une notion du temps qui est quand même différente. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le court terme. Et ça, parfois, c'est amusant parce que ça entraîne des quiproquos. On est très souvent dans le long terme et dans un long terme qui nous dépasse. Par exemple, quand on a restauré la tour qui est à l'entrée du château, l'enduit qui a été fait est très clair. Et mes beaux-parents qui avaient fait cette restauration ont été voir l'artisan en lui disant « Oh là là, ça fait trop neuf !»
Et le monsieur qui lui répond comme ça, très imperturbable, mais madame, dans 100 ans, ça sera impeccable. Voilà, ben ça donne bien quand on fait des travaux ici, quand on pense les travaux, même modernisation, chauffage, etc. Il ne faut pas voir ça juste pour nous, ni même pour nos enfants, il faut voir ça à très long terme. Là où on ne doit pas se tromper, c'est de bien choisir les priorités. Et de toute façon, c'est une vraie leçon d'humilité, puisqu'on ne pourra jamais tout restaurer et on ne pourra jamais faire en sorte que ce soit impeccable. Pour les 10 années à venir, le grand projet de restauration de Géraud et Stéphanie de Lafont porte sur cette pièce appelée la Galerie des Châteaux. Alors ici, en fait, on est dans une salle où il y a à peu près 400 mètres carrés de peinture murale de l'époque de Louis XIV, donc des années 1680-85. Donc déjà, rien que par sa surface, c'est assez unique en son genre. Et puis ce qui est très particulier, en plus de la taille, c'est que c'est une école au sens propre du terme qui est venue. Un maître et ses élèves qui sont servis des murs comme d'un atelier pour apprendre leur métier de peintre. Alors il y a des choses un peu naïves, d'autres plus élaborées en fonction de l'âge et du niveau des élèves. Et ils ont peint des châteaux royaux et puis des scènes champêtres. Et cette salle assez unique est quand même assez abîmée par la poussière, bien sûr, mais aussi par des moisissures qui se développent, par de la suie qui s'est déposée au cours du temps. Et donc nous, notre grand projet, c'est de restaurer en fait cette galerie. Pour mener à bien leur projet, les propriétaires doivent trouver 1 million d'euros. Ils n'ont pas d'autre choix que de faire appel au mécénat. Celui d'une association américaine d'abord, mais aussi un mécénat participatif sur Internet, où tout un chacun peut verser des fonds. Pour sauver ces trésors du XVIIe siècle, Giseux doit vivre avec son temps. On aime bien rappeler à nos propres visiteurs qu'ils sont les premiers mécènes de la propriété. Depuis 20 ans d'ouverture au public, chaque visiteur a participé pour permettre des restaurations qu'on n'aurait pas pu faire. Stéphanie et Géraud de Lafont se sont donné 25 ans pour rénover une petite partie de ce monument classé en 1945. Ils espèrent que leurs enfants et ensuite leurs petits-enfants reprendront les commandes des opérations. Avec ses 8000 m² habitables, ses 2 hectares de toiture et ses 15 hectares de parc, entretenir Giseux représente sans doute une mission infinie. Notre rôle en tant que propriétaire gestionnaire d'un monument historique, c'est vraiment un rôle de service public. On est là pour la conservation d'un patrimoine qui a une valeur collective. Et ce classement monument historique le prouve. Voilà, c'est une sorte de label. Et derrière, l'État l'accompagne réellement. On n'a pas le droit de ne pas s'occuper, de ne pas entretenir un monument qui est classé monument historique. Loin du faste des châteaux de la Loire, dans le sud de la France, en Provence, il est une tradition apparue à la fin du siècle des Lumières, celle des santons et de la crèche à la maison. Elle se perpétue dans le petit village d'Ansouis, dans le Luberon. C'est une fois de plus l'Italie qui est à l'initiative de cet art populaire dont les origines remontent au XIIIe siècle. François d'Assise, en 1223, est en effet le premier à reconstituer le soir de Noël une scène de la Nativité en extérieur avec des personnages vivants. Malgré la désapprobation du pape de l'époque, cette représentation va se répandre dans toute l'Italie par le biais de figurines. Au fil des siècles, ces dernières finissent par gagner le sud de la France. La tradition santonnière atteindra son apogée au XIXe siècle, où les foires aux santons, à Marseille notamment, rassemblent de très nombreux artisans. Mais 2 siècles plus tard, rares sont ceux qui perpétuent ce savoir-faire. Daniel Galli est l'un d'entre eux. Il est santonnier depuis plus de 30 ans et a obtenu le titre de meilleur ouvrier de France. Au cours du XVIIIe siècle, il se vendait, dans les principales villes, il se vendait des petits santons qui s'appelaient plutôt des santibelli et qui venaient d'Italie. En fait, le santon de Provence est inspiré du santon napolitain. Moi, je pense que les petits Provençaux se sont dit, tiens, ce truc-là, ça marche bien si on en faisait. Et c'est comme ça qu'a démarré le santon. Après, il y a une version plus officielle, à savoir qu'à la Révolution française, on a interdit les messes de minuit. Et donc, les gens ont voulu faire ce qu'ils appelaient la chapelle à la maison. Et donc, au lieu d'avoir des grands personnages dans les crèches d'église,
Les personnages, Saint Joseph, la Vierge, Jésus, sont devenus tout petits, c'est-à-dire des santons. Santon veut dire un mot provençal qui veut dire petit saint. À l'origine, ces petites figurines étaient réalisées en mie de pain ou en papier mâché. Puis, c'est l'argile qui est devenue la matière de prédilection. La terre provençale en est riche. La plus importante quantité d'argile que je passe, elle vient d'Aubagne. Alors, il y a de l'argile rouge, de l'argile plus claire et de l'argile blanche. Et puis, pour le plaisir, j'ai toujours le plaisir de revenir un peu dans nos collines du Puy-Saint-André-Barade, chercher un peu d'argile pour me faire quelques pièces qui ont une couleur bien particulière, même si c'est une argile qui a beaucoup de défauts, puisqu'elle a beaucoup de chaux que je n'arrive pas à l'enlever. Mais donc, de temps en temps, selon ce que je fais, il y a des petits pets de chaux. Voilà. Mais c'est un plaisir de revenir. Ce qui est fou, c'est que les touristes, quand ils voient cette couleur de l'argile qu'on a ici, ils vont directement acheter. Elle plaît. Elle est beige, voilà, c'est une couleur et elle plaît. Le santon, en général, c'est de la terre pressée dans le moule. La terre est à l'état de pâte à modeler. On sort notre santon. On le laisse sécher, on gratte, on enlève les bavures, les barbages, ça s'appelle. Puis, avec un pinceau et de l'argile, je lisse l'ensemble des choses et le santon sèche et une fois sec, il passe au four à 1000 degrés. Ensuite, le santon il va sur l'étagère, il peut être tendu comme ça ou alors il peut être peint à la gouache, à l'acrylique ou à la peinture à l'huile. Ce qui est ennuyeux dans l'histoire, c'est qu'on est un peu figé parce que les santonniers du 19e siècle, ils avaient beaucoup de chance. Ils allaient dans la rue et ils avaient leur modèle. Les dames, elles étaient en habit du 19e siècle. Alors maintenant, est-ce qu'on a envie de faire des santons en bikini, en jean, voilà. Il faudrait peut-être essayer un jour. Daniel Galli s'autorise parfois à laisser de côté les personnages du village provençal pour d'autres reproductions, comme son Van Gogh, une de ses créations les plus appréciées par ses clients. Il reconnaît sans peine que son savoir-faire a quelque chose d'un peu désuet. Mais ces santons fabriqués ici dans ce petit village d'Ansuisse voyagent encore dans le monde entier. Ce doudingue en a rêvé tout petit de cette vie de santonnier dès l'âge de 8 ans. Il est issu d'une famille de potiers et a été élevé en partie par une grand-mère très croyante. Quant à l'école, il lui a toujours préféré l'imagination et la rêverie. Être santonnier, c'est un rapport avec le sacré. Et en fait, on va tout droit vers un destin. Et j'ai l'impression, quand je suis les étapes, maintenant je remonte les étapes de ma petite existence, j'ai l'impression qu'effectivement je suis allé tout droit et que j'étais fait pour faire des santons et peut-être rien d'autre, voilà. Finalement, notre seul don, c'est un don d'observation. C'est Lamartine, dans un de ses vers, qui dit « Objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?» Voilà. Et je crois que c'est ça, le miracle du santon, le miracle de... Le santon est fait avec amour. Tous les santonniers, quand ils font un santon, ils le font avec amour. Et donc je pense que c'est un peu de cet amour qui passe.
C'est avec la Croix de Provence de la Montagne Sainte-Victoire que nous achevons ce 3e volet d'Histoire Made in France. Dans le prochain et dernier épisode, nous voyagerons à travers l'époque contemporaine, une période charnière qui prend racine au 19e siècle et s'achève par le passage au 3e millénaire.